D'abord, je voudrais dire bravo à ceux qui ont organisé cette journée. J'ai assisté à beaucoup de colloques dans ma vie, beaucoup. J'ai rarement eu un colloque où la tension a été tenue depuis le matin jusqu'au soir, où chaque intervention a apporté des éléments que nous ne connaissions pas parfois, des éléments que nous connaissions déjà, mais cette accumulation d'éléments, cette accumulation d'explications qui ont été données aujourd'hui me paraît être très importante pour le sujet que nous abordions. Premier point. Deuxième point, on ne peut pas conclure. Je vais être très bref. On peut tout juste clôturer la réunion. Nous sommes là autour d'un problème, autour d'une question, qui est une question qui nous interpelle, et nous sommes un certain nombre, quelqu'un se plaignait tout à l'heure de ce que l'assistance était un peu âgée. Sans doute, nous sommes un certain nombre à avoir vécu ce temps. Ce temps où, brusquement, nous avons appris, 4 ans après, 6 ans, 7 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui rappelait que l'oubli des droits de l'homme avait conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité. 10 ans après la Résistance, nous apprenions que l'armée française se conduisait comme s'était conduit la Gestapo. C'est mon ami Claude Bourdet, dont je fis la connaissance à ce moment, qui avait écrit « Y a-t-il une Gestapo en Algérie ?» C'est ce moment où, brusquement, nous avons découvert la torture. Le cas de Maurice Audin est arrivé, des disparitions. C'est vrai que c'est essentiel, les disparitions, mais ce qui nous a révoltés quand nous étions jeunes, c'était cette image de la torture. Pourquoi ? Parce que lorsque nous étions enfants, nous sortions de la guerre. Nos héros, c'était Jean Moulin. Nos héros, c'était ces gens qui avaient été torturés, qui s'étaient battus. Pour nous, la torture était une abomination. Et brusquement, voilà que nous apprenions qu'en notre nom, on torturait. C'est ce qui a fait prendre conscience, politiquement, à un certain nombre de jeunes. Certes, nous étions déjà engagés politiquement, mais brusquement, nous comprenions un certain nombre de choses. Nous comprenions quoi ? Qu'est-ce qui se passait en Algérie ? Nous avions été un peu surpris par cette histoire d'Algérie. Nous étions militants, tout jeunes, mais quand avait commencé la guerre d'Algérie, nous avions des actions. On se battait d'ailleurs contre le colonialisme. Mais curieusement, le problème de l'Algérie ne nous était pas venu suffisamment. Nous nous battions beaucoup avec nos amis tunisiens, par exemple, avec nos amis marocains, sur l'indépendance de la Tunisie, sur le retour du Mohamed au Maroc, etc., les combats de ma jeunesse. Et c'est vrai que nous savions qu'il y avait déjà eu un certain nombre de choses atroces, mais nous n'avions pas compris assez ce qui se passait. Pour nous, quand nous étions jeunes, le problème de l'Algérie, c'était encore un problème social. Nous étions indignés par le double collège, par le mépris de la démocratie, par la situation économique, par la misère en Algérie, par la façon dont on traitait une partie de la population. Oui, mais peut-être n'avons-vous pas compris encore la question de cette nation qui était en train de naître. Alors, moi je crois que cette question que nous abordons, que moi j'aborde depuis 60 ans, plus même, 65 ans, c'est le problème du colonialisme. Car je crois que les disparus d'Algérie, mais plus encore le traitement qui a été celui des combattants algériens, c'est au fond le paroxysme, l'apogée et également la chute du colonialisme. Oui, c'est vrai que nous savions bien que le colonialisme ça menait à des crimes. Nous avions connu, lorsque nous étions adolescents, ce qu'avait été, ou lorsque nous étions encore enfants, ce qu'avaient été les massacres de Sétif. Nous savions ce qu'avait été la répression à Madagascar.
Nous connaissions donc un certain nombre de choses effrayantes. Et puis surtout, nous avions affaire à la guerre d'Indochine, ce qui était presque notre première mobilisation, cette guerre d'Indochine qui s'était terminée en 1954. Mais sans doute n'avions-nous pas encore suffisamment la compréhension de ce qu'était le colonialisme. Vous savez, le colonialisme, nous le voyons de nos yeux d'aujourd'hui, avec effectivement cette tâche effrayante qui est ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie. Mais il faut voir ce qu'était le colonialisme, ce que nous apprenions à l'école. Certes, quand nous avions des parents qui étaient des parents de gauche, ils nous expliquaient que c'était pas aussi bien, nous apprenions à l'école. Quoi ? Ben, que nous avions apporté la civilisation, les droits de l'homme à un certain nombre de pays. Vous savez, mes 4 grands-parents étaient des instituteurs. Ils étaient instituteurs au tournant du siècle, du XXe. C'était des hussards, comme on dit, laïcs, etc. Et il y a 20 ans, une vingtaine d'années, j'ai trouvé une archive, pardon les archivistes, je l'ai égarée, mais j'espère la retrouver. J'ai trouvé une archive étonnante dans les vieux papiers de sa maison. J'ai trouvé son cahier d'école normale d'instituteur en 1880. Alors, c'était intéressant. J'ai découvert ce qu'était la belle écriture des instituteurs de l'époque, avec leurs plumes sergent-major, un certain nombre de choses, des petits textes littéraires, des choses passionnantes. Et puis, il y avait un chapitre sur l'histoire, très bien, bon. Et puis, il y avait le colonialisme. Et j'ai été stupéfait. Je n'ai jamais parlé de ça à mon grand-père. Il est mort avant que je puisse lui en parler. Mais j'ai été stupéfait. C'était véritablement l'éloge du colonialisme que l'on apprenait aux instituteurs en 1880 comme étant une conquête des droits de l'homme. Ça peut paraître aberrant aujourd'hui, effrayant. Mais voilà ce qui c'était. Et il a fallu, au fond, cette horreur des guerres coloniales. Je parlais de Madagascar, je parlais de l'Indochine, je parlais bien sûr des massacres de Sétif, effrayants, en 1945, le 8 mai 1945. Et il a fallu la façon dont a été traitée la guerre d'Algérie pour que nous prenions conscience. Au fond, cette façon dont l'armée française a réprimé les insurgés, les militants nationalistes, cette torture généralisée, ces disparitions sans cesse, tout cela, c'est vrai que ça a eu aussi la conséquence de réveiller l'opinion publique. Oh, pas toute l'opinion publique, mais petit à petit une partie importante de l'opinion publique. Il faut savoir comment ces choses sont arrivées, parce qu'au début, la conscience n'était pas terrible. On disait bien sûr, il faut que la guerre, attention, il faut respecter les droits de l'homme, etc. C'est des gens qui mènent la guerre, il faut mener la guerre contre eux, etc. Mais ne pensions pas qu'il se passait des choses pareilles. Je le dis parce que ça pourrait paraître curieux pour un jeune homme de 21 ans, étudiant en droit de gauche, cette naïveté. Et puis nous avons appris un certain nombre de choses. Puis petit à petit, il y a eu un certain nombre d'expressions qui arrivaient. Les articles de Pierre-Henri Simon dans Le Monde, qui était un chroniqueur, un catholique, mais qui étaient des articles indignés, puis un certain nombre d'autres. Je ne parle pas évidemment d'Henri Alleg et de tout ce que nous allons découvrir par la suite. À un moment où nous étions en guerre, nous aussi, complètement sensibilisés contre cela, contre la torture. Parce qu'on ne parlait pas beaucoup des disparitions. C'est Maurice Audin, le premier pour lequel on a vraiment parlé des disparitions. Mais cette torture en Algérie, qui a mené des combats, moi j'ai fait des dizaines de réunions à l'époque avec d'autres, on allait dans les banlieues, quelquefois il n'y avait pas grand monde, mais petit à petit les choses bougeaient. Les choses bougeaient et c'est au fond peut-être cet effrayant comportement de l'armée française qui a amené à une certaine prise de conscience, au moins des élites intellectuelles. Et petit à petit, je dirais, de la jeunesse militante. Mais lorsque, en 1955, on a voté la loi d'urgence, en juillet 1955, je crois, on a voté la loi d'urgence, nous avons protesté contre ces atteintes aux libertés. M. Bourges-Monory, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, il disait que c'est quelques bandes rebelles, mais il nous faut quelques
quelques moyens, il faut suspendre un certain nombre de libertés. Et ce qui est très intéressant, je l'ai lu, je ne sais pas pourquoi, récemment, je me suis beaucoup intéressé à la loi d'urgence, mais j'ai travaillé donc à ce moment-là sur des textes de l'époque qui ne sont pas des archives. Et j'ai découvert par exemple le discours d'Édouard Depreux, qui était le président du groupe socialiste, qui prévoyait tout ce qu'annonçait la loi d'urgence. C'est intéressant. Il disait attention, vous commencez, mais vous allez voir ce que vous allez faire après. Vous allez en faire de plus en plus, etc. Bon. Ils ont voté contre, elle est passée. Et puis après, il y a eu les pouvoirs spéciaux, dont vous a parlé à Arlette tout à l'heure. Les pouvoirs spéciaux. Les communistes les ont votés, je rappelle. C'est pas ordinaire. C'est vous dire à quel point la prise de conscience n'était pas encore arrivée à ce qu'elle a été dans les 2-3 ans qui ont suivi. Les pouvoirs spéciaux. Ce pouvoir à l'armée, mais c'est ça qui est à l'origine de cela. Quand on donne un pouvoir de police à l'armée, c'est qu'on entre en dictature. C'est que véritablement, on suspend ce que sont les mécanismes légaux. Lorsqu'on donne des pleins pouvoirs à la police et à l'armée, lorsqu'il n'y a plus aucune restriction, lorsque l'objectif est l'objectif final, écraser les rebelles, avec cette croyance qu'on va y arriver, qu'est-ce qu'elle a fait, la façon dont ils l'ont traité les gens? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette répression terrible? Elle a sensibilisé l'opinion publique en France, et à mon avis, c'est elle qui a véritablement construit l'indépendance algérienne. C'est-à-dire que cette horreur dont nous parlons aujourd'hui, c'est cela qui a amené effectivement les disparitions. Les disparitions, c'est quoi? C'est souvent la suite de la torture, nous le savons bien. Et la torture, le problème aussi, c'est cette nécessité que nous devons encore avoir aujourd'hui, de savoir que la torture, c'est véritablement dans les crimes contre l'humanité, dans les crimes contre l'humanité quand c'est fait collectivement, quand c'est fait en masse, mais dans le crime abominable de la torture, c'est la déshumanisation. Cette recherche de la déshumanisation. Vous savez, dans ces articles de 1944, Albert Camus, dans ses articles de combat, qu'il a réunis, je crois, dans un livre qui s'appelle Actuel, ces articles, il y en a un, pratiquement le meilleur, le premier, où il dit on vous en veut pour nos camarades que vous avez tués sous la torture, pour nos camarades qui sont morts dans des conditions restées encore plus, puis qui sont morts sans parler, et qui sont morts parce qu'ils ne voulaient pas vous dire les choses. Mais nous vous en avons encore plus pour ceux que vous avez fini par faire parler, et qui sont morts en emportant la honte d'eux-mêmes, etc. Et se croire que la torture est là. Et que celui qui parle sur la torture, sous la torture, c'est terrible parce qu'il est détruit totalement. Que sont-ils devenus, ceux-là? Et je crois que, vraiment, la disparition massive a été un moyen de résoudre le problème, c'est-à-dire qu'on torturait les gens, et après, alors, il y avait les exécutions sommaires, il y avait la menace, il y avait la volonté de les faire parler, il y avait surtout une volonté de terroriser la population. Cette idée absurde que c'est par la terreur qu'on réussit à vaincre une population. Mais c'est idiot, c'est le contraire. Inéluctablement, c'est le contraire. Alors, c'est vrai que juridiquement, il n'y avait pas de possibilité de faire quelque chose. J'étais jeune, j'ai plaidé surtout en France d'ailleurs, et c'est vrai qu'en France, les tribunaux étaient aussi occupés par les conflits inter-algériens. On ne savait même plus celui qu'on défendait, dans quel camp il était. Bon, bien. Mais c'est vrai que juridiquement, il n'y a rien eu. Commission de sauvegarde nulle. Impossibilité absolue de faire quelque chose. Et puis il y a eu la fin de la guerre. Et à ce moment-là, tout le monde a été content que la guerre soit finie. On n'en parlait plus. Les Algériens, ils avaient leur pays à construire. Ils avaient à se remettre. Et plutôt que de penser à se venger à ce moment-là, ou même simplement à obtenir justice, ils ont voulu se remettre. Les Français, ils ne voulaient plus entendre parler. Les appelés, quelques-uns d'ailleurs ont été confrontés à ces problèmes atroces. Moi, j'ai été d'ailleurs un appelé aussi. Les appelés, ils ne voulaient plus entendre parler.
nous n'étions plus très nombreux à parler de ces choses-là. Il y avait l'amnistie. Ah oui, l'amnistie générale. On n'en parle plus. C'est l'oubli. Allez, on construit autre chose. De Gaulle est là, c'est formidable. On va faire un beau pays, les 30 glorieuses, ça marche bien. Alors comment faire pour en parler? Tout à l'heure, on posait le problème de savoir quel était l'intérêt, par exemple, de l'utilisation de la justice par la voie de la presse. Moi, j'ai plaidé un certain nombre de procès sur la torture comme ça. C'est-à-dire que ce n'étaient pas des procès que je faisais, c'était des procès qu'on nous faisait. Par exemple, j'ai plaidé 3 fois contre Le Pen. C'était très intéressant parce que ça a permis d'avoir des éléments qui sont des éléments où on peut comprendre effectivement la réaction. 3 fois, Le Pen s'était plaint de ce qu'on avait dit qu'il avait torturé Alger. Vous savez qu'il était lieutenant au premier régiment de parachutistes de la Légion étranger parachutiste à Alger, et il était officier de renseignement. Mais il n'avait pas torturé. Alors il y a eu d'abord 2 procès, c'est très intéressant parce qu'un procès contre le Canard enchaîné qu'il avait fait, et un procès contre Libération. Et j'ai plaidé les 2. D'abord, il y a un premier élément que je vais vous donner. C'est la grande difficulté des témoignages 30 ans après. Car nous avions un certain nombre de témoins qui avaient été des victimes des comportements de Le Pen. Et ces témoins se souvenaient, mais ils se souvenaient avec tout ce qui se passe avec les souvenirs, l'évolution du souvenir, le souvenir qui devient souvenir de souvenir, et évidemment des détails qui sont des détails qui varient, ils avaient parlé avant, etc. C'est-à-dire que c'était des souvenirs qui étaient dans une telle densité d'émotions que ces souvenirs étaient flottants et qu'ils étaient faibles. Nous avions un élément, je me souviens, c'était un rapport du commissaire Gilles, certains d'entre vous y connaissent la question, qui était un rapport à Poltadgen, un rapport du commissaire Gilles qui disait « mais il y a un lieutenant qui torture, là, c'est Le Pen, etc. » Bon. Et ce rapport était écrit, nous avions au moins ça. Bon. Curieusement, d'ailleurs, ce qu'il y a de très intéressant, c'est ce qui s'est passé. Comment la justice a réagi? La justice, elle a réagi... J'ai fait remarquer quelque chose parce que j'ai retrouvé des textes dans les journaux de l'époque. Le Pen avait ceci de particulier qu'il était député, en même temps qu'il était lieutenant. Et il se vantait d'avoir torturé. Pas tout à fait comme ça, mais il disait « nous », il disait pas moi, mais il disait « nous » quand on est confronté à un terroriste qui sait où est un nid de bombe, comment voulez-vous que nous fassions... Enfin, l'argumentation classique. Et il disait, vous nous demandez de faire des choses difficiles, nous les faisons, nous sommes les soldats de la France. Et moi, je n'ai jamais vu un officier français dans toute la guerre d'Algérie faire quelque chose dont il aurait à rougir. Expliquant que la torture était justifiée. J'avais donc plaidé quelque chose qui me paraissait évident, mais qui n'était pas très juridique, c'est que je ne vois pas comment on pouvait l'avoir diffamé, puisqu'il trouvait que c'était très bien. J'ai gagné devant les tribunaux de première instance 2 fois, mais la Cour d'appel et la Cour de cassation sont venues à la rescousse, rappelant les fondements du droit. La diffamation, ce n'est pas quelque chose qui blesse l'homme, mais quelque chose qui est susceptible de blesser n'importe quel homme. Ça peut blesser le bon père de famille, comme on dit bien. Mais par contre, j'ai fini par gagner contre Le Pen. Et c'est intéressant, parce que là, c'est Rocard que j'ai défendu. Dans Rocard avait dit, Le Pen a torturé Alger. Et j'ai fini par gagner, et après une affaire où il y a eu des cassations, on est revenu. Et finalement, la Cour de cassation a réuni ses chambres pour dire, après tout, un homme politique a le droit de dire ce qu'il veut d'un autre homme politique, surtout quand il a des éléments, comme semble quand même en avoir beaucoup M. Le Pen. Voilà qui était intéressant et qui nous a quand même permis de marquer quelque chose, parce que ça a fait 3 procès sur la torture en Algérie. Est-ce que ça a permis de progresser en quoi que ce soit dans l'éclairage des choses? Et puis le 4e procès, c'est celui contre Ossarès. Ossarès, vous le savez, avait fait ce livre dans lequel il se vantait d'avoir torturé et d'avoir tué Odin, enfin bon, toute l'histoire d'Odin. Alors, que faire? Le MRAP avait choisi la voie de faire une plainte directe contre lui pour des actes criminels.
Bon, moi j'étais sûr qu'on allait perdre là-dessus, parce qu'il y avait l'amnistie, il y avait la durée, il y avait un certain nombre de choses. Alors on a dit on va faire une idée, on va faire l'apologie. C'est-à-dire qu'il fait l'apologie de la torture. Alors on a fait ce procès de presse, qui a été un très beau procès, parce que ça a été un véritable procès sur la torture. Au SARES, quelquefois il y a il y a des hasards qui sont intéressants, je n'irai pas plus loin pour ne pas être trop méchant, mais l'avocat au SARES, c'était qui d'après vous? Gilbert Collard. Eh bien, non mais c'est tout, je n'en dis pas plus. Hein. Et Ossares s'est défendu, il a été condamné 2 fois par le tribunal, par la Cour d'appel et par la Cour de cassation. Tout à l'heure, on nous rappelait, c'est Catherine, je crois, qui rappelait l'arrêt de la Cour européenne. Il est intéressant. Pourquoi? Parce que moi, j'avais hésité à faire la plainte en apologie, parce que c'est un procès de presse. Le procès de presse, on le fait contre l'éditeur. L'auteur n'est que le complice. Et je reprochais donc à l'éditeur d'avoir publié cela. Et ça m'ennuie un peu, parce que depuis un certain nombre d'années, je me passe sur la liberté d'expression énormément, et sur son importance. Est-ce qu'on avait le droit, effectivement, d'interdire à Ossares de dire cela? D'ailleurs, je dois dire que Madame de la Bordardière, qui est venue témoigner à l'audience, a eu cette réflexion intéressante. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Vous pensez bien, elle était le porte-voix de son mari. Elle avait beaucoup de choses à dire sur la torture. Et c'était une femme extraordinaire. Mais elle a dit, à la fin, elle a dit, mais d'un certain côté, je remercie M. Ossares parce qu'il a dit des choses que les autres ne disent pas. Bon. Et ça, c'était donc tout le problème de l'information, de la liberté d'expression, etc. Bon. Finalement, c'est allé à Strasbourg, et la Cour de Strasbourg, dont je vante depuis 20 ans les mérites en matière de liberté d'expression, et pour laquelle je me suis battu, évidemment, a fait ce que je craignais qu'elle fasse, c'est-à-dire ce que je souhaite qu'elle fasse dans les autres affaires. Bon. Mais ceci étant, même cette décision de la Cour de Strasbourg a d'abord amené l'État français à faire des conclusions défendant cela et expliquant l'horreur qu'était la torture, le comportement de l'armée française à cette époque. Nous avons ce document extraordinaire qui, avant, je crois qu'il n'y en avait pas un autre, avant la prise de position récente de Macron, dont il faut se réjouir, bien sûr. On peut critiquer, dire ce qu'on veut, mais enfin, c'est un point positif quand même. Alors, ça, voyez-vous, que faut-il faire? Alors, on nous a rappelé tout ce qu'était la Convention internationale contre les disparitions forcées, les principes qui ont été mis au point par mon ami Jouanet, qui est hélas très malade. Et ces principes, ça a été rappelé ce matin d'ailleurs, il y a 3 choses essentielles. Vérité, justice contre les disparitions forcées. Vérité, justice, réparation. Les 3 principes fondamentaux. Il traitait de ce qui s'est passé en Amérique du Sud essentiellement. C'est ça l'origine de la réflexion, la première origine de la réflexion. Et là, il faut se demander, ça a été dit tout à l'heure, cette technique qui nous a été expliquée par Gèze de la guerre révolutionnaire, cette façon dont, effectivement, on a décidé, parce que c'était un certain nombre de théories qui avaient été mises au point par Étienne Indochine, avec le succès qu'on sait, qui était de dire on mène une guerre totale. Et au fond, l'ennemi, c'est le peuple entier, qui donc, à ce moment-là, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de frein. Cette technique qui a été reprise en Amérique du Sud, ce développement extraordinaire des comportements abominables, de la torture et des disparitions en Amérique du Sud, en Argentine, rappelez-vous les maires d'Argentine tournant sur la place. Et là, c'est extraordinaire, parce que ce comportement de la patrie des droits de l'homme, dont on aime à se prévaloir, ce comportement a débridé un certain nombre de choses. Qui sait si les Américains auraient torturé comme ils l'ont fait en Irak, par exemple, s'il n'y avait pas ce précédent? Voyez-vous, bien sûr, il va falloir faire quelque chose. Bien sûr, il faut que nous progressions.
Ça y est, ce dossier est ouvert. Le dossier Oudin, mais il faut ouvrir les autres. Il faut effectivement que cela devienne un problème. Il faut que nous ayons des contacts avec nos amis algériens. Il faut que, sur cet exemple extraordinaire de cette espèce de guerre contre un peuple qui amène à faire disparaître un certain nombre d'hommes, à les rayer de l'existence avec toutes les conséquences que l'on sait, eh bien tout cela, il faut bien sûr que nous le fassions. Mais en même temps, il faut que nous le fassions parce qu'on ne sait pas ce qu'est l'avenir. Alors, vérité, oui, d'abord, premièrement, vérité. Il faut aller plus loin. Vous savez, il y a eu ces comités vérité-justice en Afrique du Sud, un certain nombre d'endroits, tout ça. Nous ne l'avons pas fait avec l'Algérie. Nous n'avons pas pacifié avec l'Algérie. Nous n'avons pas véritablement fait la paix. Nous avons cessé peut-être de nous haïr. Et on sait, hélas, ce qui reste, y compris sur le plan intérieur. Laissons cela, ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais il faut que nous allions plus loin. Il faut que nous réussissions effectivement à reconstruire autour de cela ce qu'est une véritable paix entre nous. Premier point. Ça, c'est la vérité. La justice, il est bien tard. Il est bien tard. Je crois malheureusement que la justice, ça consistera d'abord à dire la vérité. Mais les auteurs sont devenus bien vieux. Or, la justice, elle se fait contre les hommes. La justice contre les institutions, elle se fait par la vérité aussi. C'est vrai que cela, ça rejoint dans notre histoire des moments terribles. C'est une cicatrice qui ne s'en va pas. C'est une cicatrice que nous portons, ceux surtout qui ont, à 20 ans, mené ce combat. C'est une cicatrice forte qui reste comme la milice de Vichy, comme l'écrasement, comme les fusillés pour l'exemple de la guerre de 14, comme l'écrasement de la Commune. Oui, tout ça, ce sont des blessures, des cicatrices du pays des droits de l'homme. Il faut que nous les soignions, il faut que nous les acceptions, mais il faut que nous les soignions. C'est la dernière en date, il faut le faire. Il faut le faire parce que, comme disait Brecht, le ventre est encore fécond, d'où surgit la bête immonde. Que va-t-il se passer demain? Nous savons bien qu'actuellement, il y a des bruits terribles dans le monde. Nous savons bien que nous avons des risques. Nous savons bien qu'ici, à l'intérieur de notre pays, il y a des dangers, il y a des risques. Nous voyons ressurgir le racisme. Nous voyons des menaces. Nous avons été victimes d'horribles crimes terroristes. Tout cela, comment allons-nous réagir contre tout cela? Que sera fait demain? Eh bien, justement, en raison de cette menace, en raison des risques que nous avons, nous devons guérir la plaie précédente. Je pense que le colloque d'aujourd'hui y contribue.